Parfois, le corps nous envoie des signaux un peu bizarres, presque comme un message codé. C'est exactement le cas lorsqu'un regard change, comme ça, soudainement. Aujourd'hui, on va décoder ensemble un syndrome neurologique vraiment fascinant qui peut se cacher derrière ce simple signe, le syndrome de Claude Bernard-Horner. Allez, regardons bien cette photo. L'œil droit et l'œil gauche. Ils ne sont pas tout à fait pareils, hein. On a l'impression que l'un est un peu plus petit, la paupière légèrement tombante. Ce n'est pas juste un clin d'œil anodin. C'est en fait le point de départ de toute notre enquête. Alors comment on appelle cet ensemble de signes? Mettons tout de suite un nom sur ce mystère, ça nous aidera à y voir plus clair. Voilà, il s'agit du syndrome de Claude Bernard-Horner, ou SCBH pour faire plus court. Le point crucial ici, vraiment, c'est que ce n'est pas une maladie en soi. Non, il faut plutôt voir ça comme un voyant qui s'allume sur un tableau de bord pour signaler une panne sur un circuit neurologique bien précis. Ce syndrome, il se reconnaît grâce à 4 signes très précis, un peu comme les 4 pièces d'un puzzle. C'est ce que les vétérinaires appellent la tétrade clinique. Allez, voyons ensemble ces 4 indices révélateurs. Le premier indice, c'est le myosis. Observez bien la pupille de ce chat. On voit bien que celle de l'œil atteint est beaucoup plus petite, comme contractée. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le muscle qui est censé la dilater ne reçoit plus le signal nerveux pour le faire. C'est un signe qu'on voit particulièrement bien dans la pénombre. Le deuxième signe, c'est la ptose. En clair, la paupière supérieure qui semble tomber, ce qui donne un air un peu endormi, un peu triste. C'est simplement dû à la paralysie d'un tout petit muscle dans la paupière qui aide à la maintenir bien ouverte. Et enfin, les 2 derniers signes, qui sont très liés. L'énophthalmie d'abord. C'est un mot un peu compliqué qui veut juste dire que le globe oculaire a l'air d'être un peu enfoncé dans son orbite. Et la conséquence directe de ça, c'est la procidence de la 3e paupière. Cette petite membrane, qui est normalement très discrète, devient d'un coup bien visible parce qu'elle remonte pour protéger l'œil. Bon, maintenant qu'on a bien identifié le quoi, passons à la question la plus importante, le pourquoi. Qu'est-ce qui cause cette interruption de signal? Pour ça, il faut qu'on suive le trajet du nerf. L'analogie du câble électrique, elle est parfaite ici. Il faut s'imaginer un très très long circuit qui part du cerveau, qui descend dans la moelle épinière, puis qui remonte le long du cou pour finalement arriver à l'œil. Et bien sûr, une panne, une lésion peut se produire à n'importe quel endroit de ce long parcours. En fait, ce long trajet est composé de 3 segments, 3 neurones mis bout à bout. Le premier part du cerveau, le deuxième sort de la moelle épinière pour remonter dans le cou. Et le troisième, le tout dernier tronçon, part de la base du crâne pour innerver l'œil en passant juste à côté de l'oreille moyenne. Alors, qu'est-ce qui peut causer cette panne? Les possibilités sont nombreuses. La plus fréquente, et de loin, c'est l'otite moyenne, tout simplement parce que le nerf passe juste à côté. Mais ça peut aussi être un traumatisme, comme une morsure au cou, une tumeur qui appuie sur le trajet, ou alors, et c'est très courant chez le chien, on ne trouve absolument aucune cause. On parle alors d'une forme idiopathique. Le travail du vétérinaire devient donc un vrai travail de détective. Il ne s'agit pas seulement de confirmer le syndrome, mais surtout de localiser très précisément où se situe la panne sur le câble. Tout commence par un examen clinique très minutieux. D'abord, on s'assure qu'on a bien les 4 signes. Puis, on cherche des indices. Est-ce que l'oreille est inflammée? Est-ce qu'il y a une douleur quand on manipule le cou? Est-ce qu'on sent une masse quelque part? Mais si cet examen ne donne rien, comment savoir si la lésion est dans le thorax, dans le cou ou tout près de l'œil? Eh bien pour ça, il existe un test pharmacologique qui est vraiment très élégant. Pour localiser la panne, les vétérinaires utilisent un test à la fois simple et malin. On met une goutte de phényléphrine dans l'œil. Normalement, ça a peu d'effet. Mais si le nerf est endommagé, les récepteurs de l'œil deviennent hypersensibles. Alors on chronomètre. Si la pupille se dilate en moins de 20 minutes, bingo, la lésion est sur le tout dernier segment, près de l'œil. Si ça prend plus de temps, la lésion est située plus bas, dans le cou ou le thorax. C'est un outil de localisation redoutable. Et c'est vraiment ici que l'histoire prend un tournant décisif. Parce qu'un syndrome de Horner n'a pas du tout, mais alors pas du tout la même signification chez un chien et chez un chat. Et ça, c'est un point absolument fondamental. Voici la différence et elle est cruciale. Chez le chien, et en particulier le Golden Retriever, la cause est très souvent idiopathique, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de raison. Le syndrome apparaît et généralement il disparaît tout seul en quelques mois. Le pronostic est donc excellent. Mais chez le chat, c'est une toute autre histoire. Le syndrome est bien plus souvent le signe d'une maladie grave, par exemple une tumeur dans le thorax. C'est pourquoi un bilan d'imagerie complet est absolument indispensable chez le chat. Allez, pour finir, faisons un petit résumé des points essentiels à retenir sur le pronostic et la gestion de ce syndrome. Le point crucial, c'est qu'on ne traite jamais le syndrome lui-même, mais bien sa cause. Et il y a 2 nouvelles très rassurantes. Le syndrome de Horner n'est pas douloureux et il ne rend pas l'animal aveugle. La vision est parfaitement conservée. Donc, pour synthétiser en 4 points. Premièrement, c'est un symptôme, pas une maladie. Deuxièmement,
un examen complet est obligatoire, on vérifie tout. Troisièmement, la différence entre chien et chat est un monde, ce n'est pas la même approche. Et quatrièmement, le plus important, il faut rassurer. Il n'y a ni douleur ni conséquence pour la vision. Au final, le message essentiel est là. Le syndrome de Claude Bernard Horner, ce n'est pas le problème, c'est un panneau indicateur. C'est un guide précieux qui nous aide à trouver où se cache la véritable lésion. La question, ce n'est donc pas comment traiter le syndrome, mais plutôt quelle histoire ce regard si étrange est-il en train de nous raconter.